homme politique. Il a occupé des fonctions très importantes dans notre pays. Il est président de région. Il a été ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre des Transports, et j'en passe. Aujourd'hui, il est député et il est avec nous. Il est président de l'UDPCI. Tout ça là. Le docteur Albert Mabry-Touaqueuse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Nous sommes d'autant plus ravis que inviter des hommes politiques ivoiriens sur les antennes nationales s'apparente parfois à un vrai exercice d'Hercule, car beaucoup préfèrent les médias internationaux. Vous avez choisi, pour votre première prise de parole depuis plusieurs mois, de vous adresser aux Ivoiriens à travers Live TV. En tout cas, nous vous en remercions infiniment. C'est moi qui vous félicite et je voudrais dire que depuis plusieurs mois déjà, j'avais reçu des invitations de votre organe. Je voudrais ce soir vous exprimer ma fierté pour ce qui concerne la diversification, la libération des médias. Je vois que le secteur privé et quelques jeunes cadres ivoiriens sont en train de donner le bon exemple. Je suis très fier d'être sur votre plateau. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous faire cet honneur, on l'a dit. Et bien, pour vous recevoir, nous avons décidé de vous proposer une articulation en deux parties. La première partie, c'est au moment où nous allons nous parler les yeux dans les yeux. Nous allons nous parler franchement, Monsieur le Président. Et ensuite, il y aura un instant public. C'est la grande particularité de cette émission dans le paysage audiovisuel ivoirien, c'est qu'on peut parler avec le public qui est dans la salle et puis on peut parler avec les Ivoiriens qui sont chez eux. Donc n'hésitez pas à aller suivre vos réseaux sociaux pour parler avec le président de l'UDPCI. Alors pour commencer tout ça, franc-parler, c'est maintenant. Tout ça là, il faut parler franchement. Bien sûr. La première question va arriver tout de suite. Et nous commençons par un sujet d'actualité. Il ne vous a pas échappé que l'affaire qui défraie en ce moment la chronique dans notre pays est relative à des faits allégués de viol visant un ministre du gouvernement ivoirien, en l'occurrence Kodio Kounan Bertin, accusé par une jeune dame de faits de viol. La dame a porté plainte, lui-même a répliqué en portant également plainte et le parquet en tout cas est saisi de l'affaire. Que vous inspire cette histoire? Non, nous sommes dans un pays de liberté que nous devons afficher davantage. Et il y a déjà quelques jours, sur un des plateaux d'une télé, il y a eu un scandale que nous avons constaté. La Côte d'Ivoire l'a déploré, ça a été condamné par le monde entier. Si quelques jours après un fait de ce genre émerge, je pense qu'il faut clarifier les choses. J'ai été heureux que le ministre en question ait dit qu'il souhaite que ce soit clarifié et que tout cela se trouvait entre les mains de la justice. Nous souhaitons que la justice se prononce et que les Ivoiriens soient informés. Mais d'un point de vue politique, votre réaction, est-ce que, peut-être je pense la question de Toussaint c'est un peu ça, est-ce que c'est un ministre qui doit continuer d'exercer ou faut-il qu'il se libère pour s'occuper de sa défense? Pour la bonne administration de la justice, pour la sérénité. La pratique que nous voyons dans le monde entier, c'est que face à de telles situations, on met toujours le ministre à la disposition de la justice pour s'expliquer. Donc la décision ne lui appartient pas qu'à lui. Ça appartient aussi au chef de l'État, ça appartient au Premier ministre qui doivent apprécier et qui peuvent lui demander donc, de se mettre en congé des activités du gouvernement et donc de répondre devant la justice. Vous pensez que ce serait une bonne décision s'il se mettait en congé justement? Ah oui, je pense que ce serait une bonne décision. Très bien, merci. Tout ça là. André Bois. L'UDPCI, parlons-en. On en est où avec ce parti depuis un moment? On en est où? L'UDPCI se porte bien. Vous avez vu que samedi dernier, nous avons eu un comité central qui a donc rendu public son communiqué final. Et vous avez constaté que nous étions fiers du bilan que nous avons fait. Nous avons des préoccupations. Nous avons décidé de procéder à un certain nombre de restructurations. Nous allons le faire parce que justement, nous sommes un parti politique. Nous avons des ambitions. Et pour ces ambitions, nous devons nous donner les moyens. C'est pour cela que nous continuons notre marche. Et j'ai été heureux, en tout cas, de la mobilisation des membres du comité central. Alors, si André Bois le permet, on reviendra sans doute sur l'avis du parti. Mais entre novembre 2020 et janvier 2021, vous étiez porté disparu, entre guillemets.
à la suite de ce qu'on a appelé le boycott actif, la création du CNT, etc. Nous sommes face à la Côte d'Ivoire. Nous avons une question à vous poser. Où étiez-vous? J'étais donc en sécurité, évidemment, hors du territoire national, ce qui n'est pas toujours agréable. J'y étais parce que justement, vous avez vu ici les décisions qui ont été rendues publiques. Avant que vous puissiez avoir les moyens de vous justifier, il faut bien se mettre à l'abri. Nous y étions et lorsque j'ai senti le besoin de rentrer, notamment pour soutenir les candidats de mon parti aux élections législatives, je suis rentré et je continue donc l'animation du parti avec l'ensemble de mes collaborateurs. Est-ce que ce retour va faire l'objet d'une négociation, d'un accord avec les autorités? Non, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu l'information par moi-même du chef de l'État, du ministre de l'Intérieur, de ce que je rentrais. Ensuite, quand je suis rentré, j'ai appelé le chef de l'État pour lui dire que je suis rentré, que je suis sur le territoire national. Mais il n'y a pas d'autres négociations. Vous avez eu le président Ouattara lui-même au téléphone? Ah oui, bien sûr. Très bien. Vous parlez souvent? Ah oui, quand l'occasion se présente et quand c'est nécessaire, nous échangeons des SMS, des mails et nous parlons. Alors, est-ce que justement, juste d'un mot, André, est-ce que vous lui avez rappelé cet épisode un peu foireux du CNT? Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette aventure qui finalement s'est soldée par un échec du point de vue stratégique et politique? Je voudrais dire que le CNT n'a pas eu l'occasion donc de se définir, de dérouler son programme, d'en donner un contenu précis. Le projet a été étouffé dans l'œuf. Nous avons lancé un mot d'ordre de désobéissance civile qui est un moyen démocratique de contestation, mais ceci dit, il y a eu la répression et ce n'est pas allé au-delà donc de la déclaration de création de cet organe. On aurait dû peut-être attendre que nous en donnions un contenu, mais nous pensons que quand des acteurs politiques, des organisations politiques n'ont pas d'autres moyens que de passer à des phases comme la désobéissance, ils mettent en place un organe approprié. Très bien, monsieur le Président, quand même, vous l'avez dit, c'est une opération qui aurait pu attendre avant d'être montée, mais parce que l'opération était complètement dans l'illégalité. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous... Qu'est-ce qui était illégal? Le CNT, est-ce que... Après, si vous voulez, vous allez répondre à la question. Le CNT, vous l'avez dit, vous aurez pu attendre pour en donner une existence légale. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, donc, pourquoi vous devriez attendre? Non, je n'ai pas dit que nous devons attendre. J'ai dit qu'on devait, ceux qui ont réprimé plutôt devaient attendre de savoir ce que le CNT proposait. Vous savez, nous avons eu la réunion qui a décidé de la mise en place du CNT, c'était à la résidence du président Bédié. Le lendemain, nous devons nous rencontrer pour élaborer un plan d'action et dire ce que nous voulons. Et c'est dans l'intervalle, donc la répression s'est exercée. Permettez-moi, Monsieur le Président, je ne suis pas très convaincu de cela. Le CNT a été mis en place comme un organe transitoire qui mettait fin, on va dire, au pouvoir qui était en place. Donc c'était suffisamment clair. Je ne vais pas utiliser des gros mots, mais on était vraiment dans une idée pour nous dire que la cessation du pouvoir que tenait Alassane Ouattara était actée avec la naissance du CNT. Je ne sais pas si vous dites la même chose que moi, mais je voudrais vous dire que nous avons mis en place le CNT. Pour nous, le CNT devait organiser la désobéissance civile. Nous n'avons pas eu l'occasion de dérouler notre programme de désobéissance civile lorsque la répression s'est abattue. Oui. Ma résidence a été encerclée, la résidence du président Bédié, des mandats d'arrêt ont été lancés. Nous avons donc dû nous donner les moyens de nous mettre en sécurité. Mais la question que posait Alain, je veux revenir là-dessus. Oui. C'est une opération foireuse, il vient de le dire. Est-ce que finalement, vous êtes un homme politique, vous avez un devoir de vérité, vous êtes face à la Côte d'Ivoire, est-ce que finalement, il n'y a pas un regret de s'être lancé dans cette opération qu'on qualifie donc de foireuse? Vous savez qu'après le lancement du CNT, après la phase de répression, après donc des activités plus ou moins réussies de désobéissance civile, nous avons tous convenu que nous devons nous mettre autour de la table et rentrer dans le dialogue. Le président Bédié a répondu à une invitation du président Ouattara avec notre soutien. Et je pense qu'à partir de là, le dialogue s'est engagé. Ce que nous attendions, c'est que le dialogue se poursuive, s'approfondisse
et soit inclusif. Et nous continuons d'attendre que cette phase-là arrive. Alors, votre retour en Côte d'Ivoire a marqué à la fois le retour dans la République et sur la scène politique, puisque vous avez pris part aux législatives de mars dernier. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les conditions d'expression de la démocratie sont réunies en Côte d'Ivoire? Parce que tout à l'heure, vous avez à plusieurs reprises utilisé l'expression répression, représailles, etc. Vous estimez qu'aujourd'hui, vous pouvez librement exercer vos activités politiques et qu'il n'y a plus de menaces, comme cela fut le cas entre octobre et décembre dernier? Oui, sur ma personne, il n'y a pas de menace, mais je pense que nous sommes toujours en quête de démocratie, de démocratie, de plus de liberté pour les Ivoiriens, en particulier pour les acteurs politiques. Vous avez vu la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Ouais. Vous avez vu qu'au mépris de l'article 100 de la Constitution et des dispositions de l'article 6.2 du règlement de l'Assemblée nationale, aucun député de l'UDPCI n'a été donc intégré au bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a des moments... Les partisans de l'opposition y sont. Ah, oui, mais la règle dit que les forces politiques représentées à l'Assemblée doivent être membres de chacun des organes de l'Assemblée. Nous n'y sommes pas, nous avons protesté, ça n'a rien changé, le bureau a été mis en place. Donc ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire et nous avons justement à l'occasion du comité central de l'UDPCI invité les institutions de la République, à promouvoir la démocratie et les libertés. Est-ce que cela ne traduit pas aussi la perte d'influence de votre parti? Sur qui? Quand j'ai la perte d'influence dans le jeu politique. C'est ça un peu. Oui, je vais même préciser le faible poids, puisque vous avez eu 8 députés dans cette circonscription. Est-ce que, avec 8 députés, vous avez pu former déjà un groupe parlementaire? Mais oui, bien sûr. D'accord. Nous avons un groupe parlementaire. Et vos amis de l'opposition? La loi dit, peu importe la taille des groupes, les groupes doivent être représentés dans chacun des organes de l'Assemblée nationale. C'est ça qui est... Alors pour vous, c'est un coup politique qu'on vous a fait? Coup politique ou pas, le constat est que l'Assemblée nationale, notamment le président de l'Assemblée nationale, n'a pas respecté la Constitution et il n'y a eu aucune interpellation du Conseil constitutionnel non plus sur cette question. Mais dans cet épisode, vous n'avez pas été soutenu non plus par vos amis de l'opposition? Soutien de nos amis de l'opposition, oui, puisque nous avons fait une déclaration à l'Assemblée nationale ce jour-là, à l'occasion de la plénière, et nous avons enregistré donc les soutiens des autres groupes de l'opposition. Soutien de principe. C'est vous qui dites de principe. Nous avons constaté qu'il y a eu des déclarations de soutien au groupe UDPCI. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour que votre parti ne soit plus spécialement cantonné dans l'ouest du pays? Ah oui, ça c'est le grand chantier de l'UDPCI. Nous n'avons pas été que cantonnés, nous sommes sortis. À un moment donné, nous avons une représentation parlementaire au niveau de la ville d'Abidjan, au niveau du centre, au niveau du centre-ouest. Évidemment, les dernières élections ne nous ont pas permis de présenter les candidats partout où nous devions présenter. Vous savez dans quelles conditions nous sommes allés à ces législatives. Nous avons été heureux quand même de rétablir l'ordre. Parce que ce que les gens oublient, c'est que l'élection d'avant la dernière nous a fait reculer au niveau du bastion naturel de l'UDPCI. Nous avions en son temps eu que 2 députés dans le Tonkpi. Tout le monde en a parlé. Aujourd'hui, je suis heureux que nous ayons à nouveau conquis tous ces postes-là au niveau de cette région. Donc vous avez 8 députés, mais il n'en demeure pas moins que le poids de l'UDPCI doit poser question. Qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui, parce que vous parlez de revitaliser votre parti à travers la réunion du samedi dernier, que représente aujourd'hui l'UDPCI sur l'échiquier politique et aussi justement dans cette opposition? Ce que nous représentons, c'est donc un groupe parlementaire à l'Assemblée, c'est une représentation au Sénat. Oui. Ce que nous représentons, c'est une région que nous dirigeons, c'est plusieurs vice-présidents de régions où nous participons à l'animation parce que justement, nous avions des militants sur les listes qui ont été élus. C'est plusieurs municipalités qui notent la présence des cadres de l'UDPCI. Ce que nous notons, c'est notre présence dans de nombreuses régions et cela est une réalité. Nous allons le démontrer dans les semaines, les mois à venir. Est-ce que le départ, ou en tout cas le fait que beaucoup de vos partisans soient restés au RHDP,
pèse négativement sur la vie de votre organisation? Oh, le départ ou... le refus de certains de vous suivre? Oui, de nous suivre. Dans votre évidemment, dissidence. ils ont fait une option. Je voudrais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, prenons les législatives. Au moment où nous étions tous au RHDP, nous avons présenté des candidats qui ont été battus dans plusieurs circonscriptions de l'Ouest. Et ils sont restés lorsque le bureau politique a décidé que nous nous retirions, mais les dernières législatives ont démontré que bien de gens qui sont partis ont été battus face à nos candidats. André? Sur l'actualité sociopolitique, parlons-en, parce qu'on vient de parler quand même assez de votre parti politique. Il y a on ne vous entend pas beaucoup finalement. Vous allez me dire, est-ce que c'est une mauvaise lecture? Mais il y a beaucoup de débats qui animent justement la vie politique ivoirienne. La limitation de l'âge, on en parle, on n'a pas entendu l'UDPCI là-dessus. La question du renouvellement de la classe politique. Vous êtes tout jeune, j'imagine, mais ça fait 16 ans, presque 17 ans que vous êtes à la tête de votre parti. Enfin, il y a tous ces sujets-là. C'est quoi le mot, le propos de l'UDPCI, finalement? Je ne sais pas si nous sommes aussi silencieux que ça. Je pense que vous avez... Live TV était samedi avec nous à la conférence de presse où je me suis prononcé sur la question de la limitation de l'âge, je me suis prononcé sur le renouvellement des générations. Nous avons des positions. Lesquelles? Pour ce qui concerne donc la limitation de l'âge, j'ai dénoncé la personnalisation du débat. J'ai dit que la loi doit être impersonnelle et j'ai demandé également que nous puissions, en matière de révision de la Constitution, respecter la procédure qui a permis donc de procéder ultérieurement à un changement. J'ai également dit que le renouvellement de génération était quelque chose de naturel et qu'évidemment, nos aînés qui sont en place eux-mêmes sont préoccupés par le renouvellement de génération et que nous allons leur démontrer que nous sommes mûrs, nous sommes prêts, qu'il y a des jeunes bien formés qui peuvent permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre sa marche glorieuse. Alors, puisque vous êtes député donc à l'Assemblée nationale, vous êtes présent, est-ce que vous allez voter contre cette loi qui semble être portée par le député Assalé Tiamoko? On n'a pas encore vu le projet. Voilà, je pense qu'il Mais déjà l'idée, il a fait une annonce. Est-ce que vous serez pour ou contre? Parce que là, vous énoncez des grands principes qu'il ne faut pas exclure, mais on vous dit on veut limiter l'âge des candidats à 75 ans. Est-ce que vous allez être pour ou contre? Je voudrais dire que cette disposition était déjà dans la Constitution. Et vous l'avez fait sauter avec vos amis du RHDP quand vous y étiez. Ça a été sauté à l'occasion d'un référendum. Que vous avez soutenu. Mais bien sûr, je suis en train de dire que si nous devons revenir sur cette disposition, il faut respecter la forme. Ça, on est d'accord, Monsieur le Président. Oui. On veut vous entendre quand même nous dire, nous, on serait pour ou contre. Ou pour ou contre. Nous, on veut juste savoir, au-delà du principe. Vous savez, on ne dit pas on est pour ou contre lorsqu'on n'a pas encore vu le contenu du projet. J'ai dit samedi que lorsque ce projet arrivera, si c'est au niveau de l'Assemblée, le groupe parlementaire se réunira après sur instruction de la direction pour avoir une position. Si c'est un référendum, le parti aura une position. Ne me permettez pas de donner cette position au moment où le débat est encore dans l'œuf. Vous faites de la politique politicienne finalement. Ben, je suis politicien. Vous êtes comme les autres. Je suis homme politique. Non, mais c'est à quel moment que vous changez un peu votre façon de faire par rapport à la génération ancienne? Parce qu'il faut nous dire les choses. Oui. Vous nous rejetez au calendrier grec. Non, je ne vous rejette pas. Je vous dis que chaque chose en son temps. Moi, j'ai une position de principe. C'est que c'est un référendum qui doit faire changer. Parce qu'il faut que ce soit les Ivoiriens qui se prononcent. Il y a la position des acteurs politiques, des députés, mais ce sont les Ivoiriens qui ont voté cette constitution. Il faut faire en sorte que ce soit devant les Ivoiriens que nous parlons. Beaucoup vont penser que peut-être que vous n'avez pas envie de chagriner le président Bédié. Mais pourquoi le président Bédié? C'est lui seul qui a plus de 75 ans. Ou le président Gbagbo. Mais pourquoi ne pas du président Ouattara? Ben oui, disons les trois. Ils sont au moins trois à avoir 75 ans et à avoir des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Nous apprécions tout le travail qu'ils ont fait, mais je suis en train de leur dire que nous sommes prêts à poursuivre leur œuvre. Alors, justement, vous êtes un visiteur régulier du président Bédié. Est-ce que vous avez rencontré ou vous avez l'intention de rencontrer le président Gbagbo qui est revenu en Côte d'Ivoire?
Non, je n'ai pas encore rencontré le président Gbagbo et lorsque le moment sera venu, nous rencontrerons. Vous manifestez le besoin de le rencontrer ou pas spécialement? Non, ce serait bien que nous nous rencontrions puisque nous devons tous nous parler pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pour travailler à la réconciliation. Il semble qu'il fait partie du grand bloc de l'opposition. C'est un de vos alliés futurs ou actuels? Il fait partie du bloc de l'opposition, ça c'est naturel. Maintenant, je ne sais pas ce que vous mettez dans l'alliance. Allié futur ou actuel, je ne sais pas ce que ça signifie. On revient sur l'actualité politique. Ministre, vous avez été au plan à un certain moment, donc vous connaissez quand même la problématique de la corruption. Que dit l'UDPCI là-dessus précisément? Quel est votre diagnostic? Quelles sont vos propositions pour qu'on puisse quand même juguler cette corruption qui est quelque part endémique? Nous pensons que la corruption, elle a fait beaucoup de mal à notre société, à notre économie. Ça freine des élans. Vous savez qu'il y a toujours eu cette annonce qui se prend sous forme d'affichage, de créer des champions nationaux et tout, mais ce projet ne donne pas des résultats palpables parce que la corruption, justement, continue de gangréner notre système. Je pense qu'il faut combattre la corruption. J'ai apprécié les opérations audit en cours et autres. Il faut aller jusqu'au bout. Vous pensez que le gouvernement est dans la bonne voie? Le gouvernement est dans la bonne voie, mais le gouvernement doit faire mieux. Mieux, ce serait quoi selon... Pour moi, faire mieux, c'est aller jusqu'au bout, c'est sortir effectivement des résultats. Ce n'est pas chaque fois faire des audits et puis après, on ne sait pas exactement ce qu'il y a au bout. Toussaint, nous avons été marqués par une crise énergétique. Nous avons en face de nous un ministre qui a été au plan. Monsieur le ministre, vos solutions pour ne plus que la Côte d'Ivoire retombe dans les difficultés du passé? Non, je veux dire que nous avons été tous surpris et choqués parce que vous avez entendu tous les discours du gouvernement, les investissements massifs sur le secteur de l'énergie. Pourquoi, malgré tous ces investissements, nous en sommes arrivés à cette situation qui a causé beaucoup de tort à notre économie, aux ménages, qui a impacté négativement le système de santé, pratiquement toute la société. C'est ça la grosse interrogation qui se présente à nous. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous devons être dans l'élan de la diversification des sources d'énergie. L'hydraulique a fait son temps. Nous continuons donc de penser que les barrages et autres, nous devons y travailler. Mais les énergies renouvelables, mais aussi des projets d'économie d'énergie doivent nous permettre à terme de faire fonctionner les choses. Mais il y a aussi la question des industries sûres, peu consommateurs de l'énergie. C'est toute une panoplie et je pense que le moment venu, lorsque nous aurons à dérouler le programme de l'UDPCI, nous en parlerons dans les détails. Alors, Monsieur le Président de l'UDPCI, nous allons parler d'un sujet très important pour la Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous sommes face à la Côte d'Ivoire. Nous allons évoquer l'assassinat du général Gueye. En janvier 2016, 3 personnes proches de l'ancien régime Gbagbo, à savoir le général de Blé, le commandant Séka Anselme et le maréchal des logis d'Aleba Seri, ont été condamnés à perpétuité. À l'issue de ce procès, les familles des victimes, notamment celle de Fabien Coulibaly, Mme Gueye-Rose et le général Gueye, bien sûr, nous saluons leur mémoire, se sont déclarées satisfaites, même si elles restaient dubitatives quant aux conditions de leur assassinat. Vous continuez de réclamer justice. Nous voulons comprendre votre position ce soir. Alain, vous savez que je suis très heureux que ce soit vous qui posez cette question. Mais je l'ai fait à dessein. Oui, je sais. Je sais parce que pour ceux qui ne le savent pas ou pour vous rappeler, vous faisiez partie de ceux qui, le 19 septembre, ont dit que le général Gueye avait été tué parce que justement, il faisait partie du processus de déstabilisation de la Côte d'Ivoire en cours. Nous avons donc protesté, nous avons défendu le contraire jusqu'à maintenant. La justice a établi la vérité. Et je m'attends à ce que, justement, vous fassiez partie, à travers votre déclaration, de ceux qui vont réhabiliter le général Robert Gueye. Bien sûr. Voilà. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est sa réhabilitation. C'est que ceux qui, hier, l'ont condamné, disent on a dû le condamner, mais nous n'étions pas bien informés, il est indemne et l'État doit faire sa part
et ses ayants droit doivent rentrer dans leurs droits, parce que jusque-là, ce n'est pas le cas. Alors, ce que les familles demandent, ce que l'UDPCI demande justement, c'est toutes ces clarifications-là pour qu'ils soient réhabilités, mais aussi qu'on puisse apaiser totalement non seulement la famille de Robert Gueye, mais aussi de Rose Doudou Gueye, de Fabien et de tous les militaires et de tous ceux qui ont été tués ce jour-là. Sur ce sujet-là, moi je suis un peu dans l'incompréhension de votre position, parce qu'à partir du moment où la justice a identifié et surtout a qualifié le fait d'assassinat, Robert Gueye est censé avoir été réhabilité à partir de ce moment-là. Donc je ne comprends pas pourquoi vous pensez qu'il faut faire un autre geste ou un autre moment. Mais je vais me joindre à vous pour dire que je ne comprends pas justement que malgré cela, l'État ne pose pas d'acte. Ça devrait être quoi? Les enfants de Robert Gueye n'ont pas encore droit à l'héritage de Gueye. Gueye n'est pas encore rentré dans ses droits. Ce que l'État lui doit n'est pas versé à sa famille biologique. Et donc les enfants ont saisi le chef de l'État, ils ont fait tout ce qu'il faut. Nous en sommes là. Est-ce qu'ils ont saisi la justice? Parce qu'effectivement, on peut saisir le chef de l'État, mais... Non, je pense qu'il y avait une plainte de la famille relativement donc à l'assassinat, mais sur donc les ayants droit, je ne crois pas à ma connaissance, ils n'ont pas encore saisi. L'État devrait c'est quoi que l'État devrait faire? La famille non, peut-être que la famille pourra vous donner des détails précis, mais je pense qu'une personnalité de ce rang a des droits qui doivent être reversés. Alors, quand vous parlez de réhabilitation, par quoi cela se traduirait-il, par exemple? Alors, je voudrais dire que, parce que comme nous sommes face à la nation, laissez-moi vous dire, par exemple, qu'un jour, le président Gbagbo, au palais, au petit palais, m'a confié que lui, Laurent Gbagbo, sait que où le corps de Gueye Robert a été tué, c'est pas là-bas qu'il retrouvé, où le corps a été retrouvé, c'est pas là-bas qu'il a été tué. Et que pour l'histoire, il attendait de savoir ce qui s'est passé pour que demain, cela n'arrive pas. Au cœur de cette confidence, vous avez posé la question de savoir oui, j'ai posé. Il m'a dit que bon, il y a une enquête qui est en cours et que jusque-là, je n'ai pas encore eu la réponse. Et je voudrais que ce que le président Gbagbo m'a confié au Petit Palais, qu'il puisse le dire. Il est là maintenant, il sera chef de parti bientôt. J'espère qu'à l'occasion de sa sortie, il pourra évoquer la question Robert Gueye. Et donc ça va blanchir Robert Gueye. Je souhaite que le président Ouattara en fasse autant. Je souhaite qu'Alain Toussaint en fasse autant. Je souhaite que tous ceux qui ont fait Afinguessa, tous ceux qui ont fait des déclarations à travers une prise de position aujourd'hui puissent le blanchir. C'est ce que nous demandons. Et si cela est fait, je pense que ça va participer à la réconciliation. Justement, parlons de réconciliation. Oui. Voilà. Les uns et les autres devraient le faire. Peut-être vous demandez au président Gbagbo de parler, etc. Vous, votre geste dans ce processus de réconciliation-là, c'est lequel? Beaucoup déjà, beaucoup. Vous savez que malgré le lourd contentieux que nous avons avec certains, nous avons toujours une position média, un bon ton que nous observons vis-à-vis de tous nos concitoyens. Ce que nous souhaitons, c'est que les Ivoiriens soient ensemble. Vous savez que c'est dans l'élan de réconciliation, c'est dans la cohésion que nous allons poursuivre l'œuvre de développement. Donc nous nous appelons donc à la relecture de notre contrat social, à la signature d'un nouveau contrat social, et cela doit se faire via la réconciliation. Parce que le repas qu'on prépare ensemble a toujours un goût de fraternité. Et ce que nous demandons, c'est que nous nous engageons ensemble pour aller vers la paix durable pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu, j'allais dire, patrimoniale de la réconciliation? On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a la réconciliation dès lors que toutes les parties, au féminin, sont présentes au gouvernement à des postes de responsabilité. C'est quoi la réconciliation? Parce que lorsqu'on entend un dirigeant du RHDP, donc le parti au pouvoir, il nous dit, pour nous, le pays est réconcilié. Et quand l'opposition s'exprime, elle estime qu'il n'y a pas de réconciliation. C'est quoi exactement la réconciliation? Je ne crois pas que... Est-ce que c'est le partage du gâteau de manière équitable? Non, pas du tout. Ou qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. Ce que je suis en train de demander, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire. C'est une paix durable. Mais à quel prix? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il ne doit pas avoir de sacrifices trop grands
pour la paix et pour la réconciliation. Nous avons demandé un dialogue inclusif. Oui. Depuis, le dialogue inclusif n'a pas eu lieu. Il y a eu des rencontres, des B2B entre les trois que nous connaissons bien. Ça n'a fait progresser les choses nullement. Et il faut faire en sorte, justement, que nous nous asseyions autour de la même table, que nous débattions et que nous lançons les bases de la future Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le format de ce dialogue qui pose problème, puisque les mais autorités elles-mêmes ne comprennent pas exactement ce que vous souhaitez. Il faut ce dialogue. Et pourtant, il faut ce dialogue. Donc, allons-y. Allons-y et réclamer le dialogue inclusif n'est pas réclamer un poste de ministre ou un poste de directeur général. Non, loin de là. Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous avoir. C'est toujours la même chose. On dit non, il faut dialoguer. Mais concrètement, vous, à part se parler, quels sont les actes qu'on devrait poser? Parce qu'on s'est souvent parlé, puis après il y a une déflagration et on se reparle. Et puis... Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour garantir que... Depuis la dernière élection présidentielle, quand est-ce que nous nous sommes tous parlé? Donc vous pensez que tout se résume à se parler? Mais se parler, mais tout part de la parole, tout part des discussions. C'est là qu'on définit les actions à conduire et puis on décide des acteurs de mise en œuvre. On les met en œuvre, on les évalue, on voit si ça a eu un impact sur la société. Les présidents... Je vous pose ça à dessein. Est-ce que la question de la justice, des réparations, vous avez évoqué Guy Robert, etc., tout ça aussi peut-être... Mais bien sûr, c'est tout cela qui va rentrer dans le dialogue inclusif et puis, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut réhabiliter Robert Gueye pour que ça participe à la réconciliation. Très bien. Mais ils se sont parlé, les présidents Bédié, Gbagbo et Ouattara. Oui, mais ce n'est pas eux qui... Vous voulez que ce soit élargi aux autres acteurs? Ils parlent pour nous et quand ils parlent, ils ont parlé après, ça a donné quoi? Mais ils peuvent parler à votre place, puisque vous les rencontrez régulièrement. Ah oui, il ne peut pas parler à ma place. Je suis chef de parti. L'UDPC a sa position. Mais ce n'est pas que les partis politiques. C'est les organisations de la société civile, c'est les citoyens lambda, c'est nous tous. Il faut trouver le format et il faut avoir la volonté d'aller donc à ce dialogue inclusif. Très bien. Vraiment, c'est la première partie de cette émission. J'espère que vous avez évidemment adopté ou compris que c'était un moment de franc-parler. Et un autre moment va arriver dans cette émission, une émission citoyenne, vous le savez, c'est Face à la Côte d'Ivoire. Et ce soir, c'était pour vous, enfin pour la première partie, c'était le franc-parler du docteur Abdallah Touakeuz Mabri. Nous vous invitons à marquer juste une courte pause et nous nous retrouverons pour la deuxième partie de Face à la Côte d'Ivoire. Retour sur le plateau de Live TV pour Face à la Côte d'Ivoire. Et nous avons aujourd'hui un invité de poids, le docteur Albert Mabri Touakeuz, président de l'UDPCI. Nous parlons évidemment de politique nationale. Nous avons évoqué des sujets assez sensibles, notamment relatifs à l'assassinat du général Robert Gueye. Il nous a confié ses sentiments sur cette douloureuse affaire. Place maintenant au dialogue interactif avec nos téléspectateurs, mais aussi avec la salle. Nous avons 2 questions, je crois, dans le public. Juste avant de partir vers le public, nous allons déjà commencer à prendre le pouls des internautes. Est-ce qu'on a une question, et puis on revient avec vous. Tout à fait. Est-ce qu'on a une question d'un internaute à poser donc au président Mabri? Je voudrais poser donc la question, quelles ont été, donc une série de questions, quelles ont été les causes profondes de la séparation avec le RGP? Vous voyez bien la question. Elle nous vient de Konaté Adama. Pourquoi l'UDPCI s'associe au COGEP et non au nouveau parti du président Gbagbo? Au fond, quel est votre projet commun? Et puis, quelle est l'idéologie même de votre parti? Car on constate que vous êtes un moment à gauche, un moment à droite. Ça, c'est l'analyse de notre auditeur Konaté Adama. Non, je vais commencer par sa dernière question. Ouais. Non, nous ne sommes pas un moment à droite et un moment à gauche. Nous sommes un parti de droite, droite libérale. Mais on ne comprend pas votre association avec des partis de gauche. Non, écoutez, si vous voulez rentrer dans ça, vous avez connu le Front républicain. Ici, il y a des moments où le RDS s'est retrouvé à l'PDCI, il y a des moments où le FPI, il y a des moments où le FPI s'est retrouvé à l'PDCI. Donc, laissons ça de côté. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes des libéraux, nous sommes centristes, nous prônons un libéralisme social et nous travaillons sur ce projet. Maintenant, nous n'avons pas d'alliance. On me dit, pourquoi je suis allé à le COGEP sans aller avec le parti du président Gbagbo. Le parti du président Gbagbo n'est pas encore créé. Je voudrais dire, je ne sais même pas si le COGEP et le parti du président Gbagbo sont pas ensemble, parce que c'est des partis de gauche, supposés être de gauche. Nous avons eu un comité central dans le même bâtiment où le COGEP faisait son assemblée. Voilà, c'est toute sa présentation de Pagne.
ou quelque chose comme ça. Et les leaders du COJEP sont passés, donc me saluer bien avant que je n'arrive. Quand je suis arrivé, que mes collaborateurs m'ont donné l'information, j'ai trouvé bon à un moment donné d'aller les saluer. Nous sommes des frères, Blé Goudia est un jeune frère, nous souhaitons qu'il rentre pour prendre sa place dans la réconciliation nationale. Donc je ne sais pas pourquoi je m'interdirais d'aller saluer donc, les membres du COJEP. Qu'est-ce qui s'est passé avec le RHDP? Je pense que nous nous sommes expliqués plus d'une fois, nous sommes un parti politique. Je ne suis pas président d'une association ou d'un club de soutien. Je suis président de l'UDPCI, qui fête ses 20 ans maintenant. Nous avons des positions de principe. Nous avons tenu un congrès. Ce congrès a dit, nous allons au RHDP groupement ou groupement évolué, mais à condition de préserver l'autonomie du parti. Un moment, dans la marche du RHDP, il était question de mettre fin à la vie de nos partis politiques. J'ai interrogé donc l'UDPCI qui n'a pas adhéré à cette approche-là et évidemment, nous sommes retirés du RHDP. C'est tout. Non, mais vous êtes retiré. Je pense qu'à non, allez-y, André. Vous êtes retiré, mais c'est surtout la séquence de refus de la candidature de l'ex-premier ministre Amadou Gon qui marque aussi pourquoi fondamentalement vous ne vouliez pas soutenir ce candidat-là. Je n'ai pas... Alors, vous me donnez l'occasion de rappeler ma fraternité avec Amadou Gon, qui m'a rendu visite plus d'une fois à Mans, qui a dormi chez moi, qui venait chez moi sans cuisinier, sans literie, sans rien, donc qui consommait tout ce. Donc c'était un frère, c'était un ami, tout comme l'a été Ahmed Bakayoko, et je voudrais devant leur mémoire m'incliner à nouveau. Ceci dit, je l'ai dit dans ma déclaration le 16 mars 2020 à l'Hôtel Ivoire, je suis chef de parti. Quand la question nous a été posée, j'ai demandé à me référer à mon parti, à voir la position de l'UDPCI. Et puis, j'ai été surpris qu'on inscrive à l'ordre du jour du Conseil politique, dont ce n'était pas initialement l'ordre du jour, qu'on ait inscrit, et finalement, en point unique, la question de la décision. J'étais quand même deuxième vice-président du RHDP. Tout le déroulé de la réunion, la conception de l'ordre du jour, tout ça se fait sans moi et on ne pouvait pas s'attendre à ce que j'ai une réaction autre que celle que j'ai eue le 16 mars. Très bien. Je pense qu'on a une autre question. Alors, est-ce qu'on va dans le public ou juste avant le public d'une internaute ou d'un internaute, Moalid Mohamed, est-ce qu'il regrette, est-ce que vous regrettez aujourd'hui le fait d'avoir quitté le RHDP pour votre ambition avec les décès d'AGC et d'Ahmed Bakayoko? Parce qu'il aurait pu y avoir une opportunité finalement. Non, avec tout ce qui s'est passé, finalement. Non, c'est-à-dire que la manière dont on présente cette opportunité avec la perte de mes frères, la disparition, je suis inconfortable avec ça. Mais je voudrais vous dire que je n'ai aucun regret par rapport aux décisions que j'ai prises. J'ai accepté de diriger l'UDPCI. Et l'UDPCI a ses principes, a son fonctionnement, a ses règles. Où je suis à la tête de l'UDPCI, je respecte ces règles, je respecte nos militants pour que la Côte d'Ivoire nous respecte à son tour, ou alors je n'y suis pas et puis bon, je suis à la recherche d'intérêts personnels et en ce moment-là, je navigue à compte courant et je m'accroche à tout ce qui peut me permettre d'aller loin. Si pas extraordinaire et peut-être dans le souci de faire la réconciliation, entre guillemets, le RHDP, à travers son chef, son président, Ouattara, vous faisait appel pour vous associer à la gestion des affaires publiques, notamment par une entrée au gouvernement. Est-ce que vous accepteriez? Je ne crois pas que nous en sommes là aujourd'hui. Je voudrais vous dire que j'ai été très heureux de servir aux côtés du président Ouattara, où j'ai eu à conduire des projets importants, le PND 1, le PND 2, le recensement général de la population et de l'habitat. J'ai été l'initiateur de certains projets. J'ai été fier un jour lorsque le président Ouattara confiait à un de ses visiteurs de marque étrangère qu'il appréciait mes initiatives et nous étions à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui est mon idée qui continue. Et j'avais mis en place un processus de finance islamique. Donc, j'ai été fier et je suis encore fier de tout ce que j'ai apporté à ses côtés. Mais évidemment, nous sommes rentrés en contradiction. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, pour vous, pas de retour en arrière?
Non, je ne regrette pas du tout les positions que j'ai eu à prendre. D'accord. Alors, nous allons donc enfin partir dans le public parce que notre émission se déroule dans l'amphithéâtre de Live TV. Alors, messieurs, c'est à vous. Bonsoir, monsieur le ministre Magoui. Je suis monsieur Gogo Julien, je suis communicateur. Alors, je vous sais très modéré depuis que vous avez commencé la politique ivoirienne. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une personnalité frustrée? Je me résume. Exilé après le CNT qui a été un échec, comme l'a dit tout à l'heure les jeunes sur le plateau. Après votre retraite du l'UDPC, pardon, du RADP, le logo encore de votre parti est encore affiché. Après que vous ayez encore des députés, 8 députés à l'Assemblée nationale et que vous n'avez aucune représentation dans les bureaux politiques de l'Assemblée nationale, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre peut nous dire toutes ces frustrations pour une personne modérée dans la politique, qu'on n'a jamais connu faire de la belligérance, est une personne frustrée? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, la ministre Mariatou Koné est en train de faire une réforme que nous saluons tous, qui remet les élèves à un niveau extraordinaire, que nous espérons. Mais la suite, c'est l'enseignement supérieur. Là, qui devient un fourre-tout parce que nos étudiants n'ont plus le niveau, compte tenu des nombres, je veux dire, pléthoriques dans les amphithéâtres. Monsieur le ministre, quel héritage avez-vous laissé au ministre Diawara, qui aujourd'hui est l'actuel ministre, et quelles sont les réformes qui ont passé à votre faveur pour que nous ayons un enseignement de qualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions compétir avec les étudiants des universités africaines? Très bien. Mes deux questions. Merci. Alors, est-ce que je suis frustré? Oui, je le suis parce que, bon, évidemment, il y a des choses que nous ne méritions pas, qui nous arrivent et malheureusement, nous sommes dans un pays qui ne nous donne pas donc les solutions que nous méritons. Alors, mais ce n'est pas une frustration qui peut nous amener à avoir des attitudes antidémocratiques. Nous trouverons les solutions dans la promotion des libertés et de la démocratie. Et c'est ça notre voix, c'est la voix de l'UDPCI qui est un parti de paix et de démocratie. Maintenant, ce que la ministre Mariatou Koné est en train de faire, je lui ai envoyé un message pour la féliciter et lui apporter tout mon appui. Lui apporter tout mon appui parce que je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. À l'INP à Yamoussoukro, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, tout comme à l'université de Mans, qui est une université polytechnique, nous sommes obligés de mettre à niveau en français et en anglais les bacheliers qui sont affectés avant qu'ils ne commencent les cours d'ingénieur. Vous imaginez? C'est-à-dire on les met à niveau. Parce que des fois, on pense qu'il suffit d'être mathématicien pour qu'on devienne ingénieur. Les mathématiques, eh bien, ça se rédige. C'est un raisonnement, des fois logique, qu'on conduit et puis après on conclut. Mais c'est en français ou en anglais qu'on fait tout cela. Ça indique la baisse de niveau au niveau donc, du secondaire avec l'incidence sur l'enseignement supérieur. Lorsque j'étais à l'enseignement supérieur, j'avais une préoccupation. C'était la réforme du bac. Il s'est trouvé que pendant les 2 ans que j'ai passé, et c'était le cas avant moi, l'enseignement supérieur n'était pas associé à l'organisation du bac comme il fallait. Alors que le baccalauréat... Comme il fallait. Parce que les présidents de jury... Alors que, oui, mais on ne suffit pas d'envoyer les présidents de jury. Il y a tout le reste. Le baccalauréat est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. On est d'accord. Nous, quand on était plus jeunes au lycée et tout, je crois l'agence du bac ou l'institut de bac, il y avait une structure à côté du lycée classique, ça dépendait de l'enseignement supérieur. Nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte que ce n'était plus ça. J'ai organisé la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique avec ses conclusions. Le Premier ministre Amadou Gon, en son temps, n'a pas voulu que nous appelons ça les états généraux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons dû nous contenter de cette terminologie. Aujourd'hui, ce qu'elle est en train de faire, Mme Mariatou Koné, est une excellente chose. Notre école a besoin d'être réformée parce qu'il n'y aura pas d'émergence sans des élèves qui aient le niveau. Vous avez aujourd'hui, on recrute des enseignants du primaire encore au niveau du BPC. C'est bien, mais combien de BPC sont capables d'enseigner un enfant de CP1 ou CP2? Il y en a très peu, alors que nous avons des baccalauréats, des licences qui sont au chômage. Je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qu'il faut engager. Elle est en train de le faire et elle a tout mon appui. Très bien, Monsieur le Président donc, de l'UDPCI, Dr Abdallah Touakeus Mabri, qui répond, qui parle avec vous directement, vous en rendez bien compte, durant cette séquence
de Instant Public. Vous êtes chez vous, continuez de nous envoyer des messages. Et ici, le public se prépare à encore poser des questions juste après cette courte pause. Voilà, nous sommes de retour sur Live TV, la télé sans filtre, interview sans filtre et réponse sans filtre avec le président Albert Mabry-Touakeuse de l'UDPCI. Nous retournons dans le public de l'amphithéâtre de Live TV avec une question. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Bonsoir. Jean-Yves Gay, président de l'association. Alors, depuis mai 2020, vous n'êtes plus ministre de l'enseignement supérieur. Quelque temps après, vous êtes candidat aux élections présidentielles et on constate tous que vous êtes écarté. Vous étiez membre influent aux affaires et de votre poste aujourd'hui d'Anti Ouattara. Quelle analyse faites-vous donc de la politique du président Ouattara? En deux, leader que vous êtes aujourd'hui, pensiez-vous que cette politique doit être copiée par cette jeunesse qui, jour et nuit, espère participer au développement de notre pays? Je vous remercie. Très, très bonne question. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que sous le régime du président Ouattara, il y a eu des avancées, mais évidemment, il y a des insuffisances également que Mais nous lesquelles, si vous voulez relevons. parler de ces avancées et de ces insuffisances? Comment? Les avancées, les insuffisances. Les assez acquis rapidement, et- les acquis, Non, c'est vous quoi? avez vu, on a eu un certain nombre d'infrastructures, Ouais. nous avons une croissance, même si notre croissance a baissé à cause du Covid l'année dernière, À 2% puisque nous maintenant. sommes descendus, non, même en dessous de 2%, à 1,8. À 1,8, mais il y a une projection d'arriver au-dessus 6. de 6% À la fin de cette l'année. année et de reprendre donc le risque de croissance à 7-8% à partir de l'année prochaine. Là n'est pas la préoccupation. La préoccupation, et le président Ouattara le sait, et l'ensemble des membres de son gouvernement, c'est de rendre cette croissance inclusive. C'est pour cela qu'ils ont lancé l'idée d'une Côte d'Ivoire solidaire avec le programme social du gouvernement, etc., qui n'a pas encore donné les résultats escomptés. Il faut faire en sorte que chacun de nous, je veux parler des Ivoiriens, ressente la croissance en termes d'emploi, en termes de niveau de vie, les indices de lutte contre la pauvreté, etc. Nous avons encore de grosses préoccupations, donc il faut poursuivre. Parce que la croissance qui est portée simplement par les investissements, notamment sur les infrastructures, n'est pas une croissance qui se ressent. Et donc ces efforts-là doivent être poursuivis et nous devons faire en sorte de trouver. C'est pour ça que nous avons au niveau de l'UDPCI l'option du libéralisme social. J'aurai le moment venu à vous développer tout le contenu. C'est quoi, c'est Juste le un aperçu programme quand même. gouvernement. C'est quoi? C'est le ni à gauche, ni à droite? Ah non, Vous non, êtes, ça n'a rien à voir. rien à voir? De toute façon, vous devez savoir Parce que votre aujourd'hui- position, elle est Non, non, centrale, non, vous dites. Attendez, moi, je vais vous rappeler quelque chose. Oui, allez-y. Nous ne sommes plus à l'ère des idéologies, des clans, de la gauche, de la droite. Donc, ne parlez plus de gauche ou de droite. Partez depuis la Chine jusqu'aux États-Unis. Vous verrez les différents. Vous avez vu des gouvernements dits de gauche. On en a vu à Hollande en France, où finalement c'était un programme libéral. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du pragmatisme. Et nous devons poser les actes qu'il faut. Nous, notre libéralisme social, c'est un libéralisme qui corrige l'état de lutter à libéralisme. Donc, vous avez entendu Houphouët-Boigny, en son temps, dit que le PDC-RDA n'était pas un parti social, mais qui engageait le social le plus hardi. C'est du réalisme. Et il faut faire en sorte de ne pas... Nous ne sommes pas... où l'État doit influencer toute l'économie. Le marché. Mais l'État doit continuer de jouer son rôle régalien pour protéger les populations et le pouvoir d'achat. Plus que ce que fait le gouvernement. C'est ce que j'allais dire, que le gouvernement aussi Oui, mais c'est ce que le gouvernement essaie de faire, mais c'est ce que je vous ai dit. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas distribuer plus d'argent qu'on a? Non, là, en ce moment. moi, je ne suis pas d'accord sur la question de la distribution de l'argent. D'accord, donc qu'est-ce que Nous, vous c'est allez pouvoir faire? Ce n'est pas à moi concrètement? les filets sociaux sans perspective d'emploi, Durable. sans perspective d'activité économique accrue au niveau des populations, n'est pas un projet pour moi. Il n'est pas un projet libéral. Et cette position-là, je l'ai déterminée quand j'étais au gouvernement déjà. Donc, je ne vais pas distribuer plus bien. d'argent, mais je vais créer les opportunités qui permettent aux jeunes de ce pays de travailler, accéder à l'emploi. d'accéder à l'emploi, à des champions de se déterminer, que ce ne soit pas des mots et que ce ne soit pas des champions entre guillemets, mais que ce soit des gens capables. Ils sont nombreux aujourd'hui, les jeunes, en Côte d'Ivoire comme de la diaspora, qui sont capables de faire des merveilles pour notre pays.
Puisque nous sommes dans l'instant public, on continue de prendre donc les avis du public, mais on va. Une question votre autre question, il va y répondre. On va en prendre rapidement. Parce que je pense que votre question n'a pas été totalement répondue, c'est ça. Mais on revient là-dessus. Le temps de prendre une question d'internaute et vous allez répondre à la deuxième partie de sa question parce qu'il avait deux questions, notre ami dans la salle. Quelle est la position de l'UDPCI vis-à-vis du président Soro Guillaume? Menez-vous des actions pour son retour? Vis-à-vis de Soro Guillaume est un frère, j'ai été son collaborateur lorsqu'il était Premier ministre. Nous avons de bons rapports. Nous souhaitons que lui aussi vienne prendre sa place dans la réconciliation. Il faut faire en sorte, d'ailleurs notre constitution interdit qu'on maintienne des citoyens en dehors du territoire national. Mais là on ne peut pas le dire, il est condamné, donc on ne le maintient pas. Oui, non, il est condamné, ça signifie qu'il ne doit pas rentrer. Oui, mais après c'est lui qui voit. Parce non, je demande qu'il vienne prendre sa place dans la réconciliation nationale. Le président Ouattara a dit à Jeune Afrique récemment qu'il pouvait rentrer, mais il ferait face à la justice. Voilà. Oui, mais voilà, donc moi je demande qu'il vienne prendre place dans le processus de réconciliation nationale et qu'on accorde à tous. Nous sommes obligés de tourner une page. C'est une page sombre, c'est une page dont la Côte d'Ivoire n'est pas fière. Il faut écrire de nouvelles pages et ces pages-là, c'est ensemble qu'on devra... Vous souhaiteriez une amnistie, par exemple? Mais bien sûr, tous les moyens qui peuvent permettre en tout cas de rassembler à nouveau, pas seulement la classe politique, mais tous les Ivoiriens. André? Tous les Ivoiriens, on veut la réconciliation, on veut donc une meilleure vie sur tout ça, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà même du programme social que vous pouvez porter, le programme économique libéral de l'UDPCI, c'est quoi? C'est un programme par pôle de région? C'est un programme pour développer un secteur industriel précis? En 2-3 phrases, qu'est-ce qu'on peut dire de votre programme économique? Je vous ai parlé tout à l'heure du libéralisme social. Et ce libéralisme social-là, justement, doit apporter un développement inclusif. Un développement inclusif, ce n'est pas Abidjan qui se transforme, ce n'est pas Yamoussoukro qui prend sa forme de capitale, c'est toute la Côte d'Ivoire qui ressent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de croissance inclusive. Vous n'avez pas tort de parler donc de développement régional. Aujourd'hui, pour moi, la décentralisation doit avoir un sens et un contenu. Il ne suffit pas de multiplier le nombre et la nature des collectivités pour que nous y parvenions. Il faut donner les moyens aux collectivités. Vous faites allusion à la création de nouveaux, oui, 12 nouveaux districts. Je pense que c'est une mauvaise décision. Ce sont des créations politiques. Je pense que c'est une mauvaise décision du président de la République. Ça, vraiment, non, c'est la décision qui est mauvaise ou bien c'est le modèle qui est proposé qui ne vous convient pas? Mais c'est pareil. Non, parce que, je veux dire, est-ce que ce sont des planques pour caser des amis politiques? Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est le cas. Si c'est des directeurs de campagne, je n'en sais rien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous avez aujourd'hui des régions. Vous avez des régions qui ont 60 000 habitants, très bien, pendant que d'autres ont 3 millions d'habitants. D'accord. Ça, déjà, ce n'est pas normal. Une région doit avoir une viabilité. La viabilité est démographique, est économique, est culturelle, est sociale. Donc, les districts arrivent, mais les régions sont restées. Oui, mais bien sûr. Les districts arrivent, les régions sont restées, et vous verrez aussi les disproportions entre les tailles démographiques des districts. Pour moi, ce n'est pas pertinent. Et vous pensez que cet empilement de collectivités n'est pas forcément favorable au développement économique et social? Non, pas du tout. La preuve, c'est que les régions ne sont pas aussi dynamiques. Je suis président de région, je sais ce qu'on nous met à disposition. Je sais que contrairement à ce décret, me semble-t-il, qui a été pris il y a déjà à peu près 2 ans, nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'attirer directement, nous, collectivités, le secteur privé, les investissements. Nous sommes dépendants de l'État. Donc, malgré le potentiel que nous avons, nous ne pouvons pas mettre en valeur. Nous attendons les subventions, même les impôts. Vous savez, bon, la région du Tonkpi produit de l'or, produit... et manganèse, et bauxite, et nickel sulfureux, meilleure qualité en Afrique et tout. Nous attendons que tous les impôts qui sont payés par ces entreprises aillent dans le pot commun. Et puis on nous distrait ce qu'on veut nous distraire. Mais quand même, vous avez des marges de manœuvre aujourd'hui. Quelles sont les marges de manœuvre? Et ça, c'est très rapidement. Vous n'avez aucune marge de manœuvre en tant que président de région. Donc pour vous, la décentralisation est un processus inachevé? Non, oui, exactement, inachevé. Il faut poursuivre, il faut approfondir, il faut donner un contenu réel. Il faut faire en sorte que ces régions-là soient capables donc d'apporter quelque chose et ce n'est pas multiplier
donc les collectivités qui changera quelque chose. Merci. Alain Toussaint l'a dit d'entrée, c'était votre première véritable prise de parole depuis toutes ces séquences que notre pays a connues. Et au bout de 7 heures d'échange, vous avez sans doute un message, en tout cas une conclusion à adresser à votre pays, à adresser à la Côte d'Ivoire. Merci. Je voudrais à nouveau remercier Live TV. Je voudrais dire aux Ivoiriens que depuis 1960, nous avons un espace, nous avons un État, nous avons des règles qui nous permettent donc de mettre nos énergies ensemble pour offrir le meilleur aux générations actuelles et aux générations futures. Mais le président Houphouët-Boigny, pour qui nous renouvelons chaque jour les hommages, nous a indiqué que nous étions un État, mais nous n'étions pas encore une nation. Et les successions de crises que nous avons connues ont fini par lui donner définitivement raison. Aujourd'hui, il nous faut donc reconstruire une communauté nationale. Il nous faut bâtir une nation solide, une nation de paix, une nation d'hospitalité pour la prospérité partagée. Et c'est pour cela que la question fondamentale de la réconciliation, de la cohésion nationale doit être au cœur de nos actions. C'est ensemble que nous allons y parvenir. Nous avons l'intelligence, nous avons l'énergie nécessaire, nous avons un potentiel économique indéniable. La Côte d'Ivoire peut se réinventer. L'UDPCI et Mabry Touakeuse prendront toute leur place dans ce processus-là et nous prions Dieu de nous accompagner pour que le développement durable advienne et soit partagé. Très bien, très bien. En tout cas, merci, Monsieur le Président de l'UDPCI. Merci en tout cas de votre disponibilité pour permettre aux Ivoiriens d'entendre le projet que vous avez pour eux. Merci Toussaint Alain pour merci André, ces merci au questions président qui ont permis au président Touakeuse Mabry de s'exprimer donc. Nous vous remercions de votre fidélité, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours là, merci de renouveler votre confiance à cette chaîne. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois, puisque c'est ça le propos de cette émission. Tous les mois, recevoir des personnes qui parlent face à la Côte d'Ivoire. Merci à tous et à très bientôt.